Benjamin Burbarmer, bienvenue chez Melchior, programme de, bonjour, programme de l'Institut de l'entreprise, donc qui vise à établir des ponts entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim, qui est à Bordeaux aussi, je crois. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, qui est paru aux éditions La Découverte dans la collection Économie politique. Ouvrage pour lequel d'ailleurs vous avez obtenu le prix lycéen à la journée du livre d'économie, organisée par l'association Lire la Société dont nous sommes partenaires. Donc merci d'être là, merci de participer à la présentation de cet ouvrage, et puis merci aussi à nos partenaires Lire la Société. Je suis ravi d'être là. On va peut-être commencer l'exploration par une découverte de votre parcours universitaire et de vos thématiques de recherche. Donc, est-ce que vous pourriez, avant de lancer la discussion sur votre ouvrage, expliquer à nos auditeurs lycéens quel est votre parcours universitaire et en particulier les éclairer sur un titre qui peut paraître un peu obscur, celui de maître de conférence en économie. Alors, effectivement, ça peut paraître un peu comment dire, obscur. Alors, mon parcours était d'abord un parcours universitaire à Sciences Po Paris. Donc une formation assez pluridisciplinaire, donc de l'histoire, du droit, de la science politique, de la sociologie et aussi de l'économie. Et à la suite de Sciences Po Paris, j'ai décidé de continuer avec une thèse en économie. Donc là, c'est vraiment une spécialisation en économie, tout en gardant quand même cette lecture interdisciplinaire, donc en essayant de mobiliser les apports de différentes disciplines scientifiques, parce que je pense que c'est précisément en croisant les apports qu'on peut produire des connaissances nouvelles, innovantes, parce que précisément la réalité n'est pas découpée selon les disciplines scientifiques, mais de fait, elle les mêle en quelque sorte. Donc, pour moi, pour comprendre le présent, eh bien, il m'a semblé important, bien que j'ai une spécialisation en économie, de mobiliser aussi les connaissances et les apports d'autres disciplines. Et c'est une démarche qui a en quelque sorte déjà inspiré ma thèse, donc mon doctorat en économie, qui portait sur le commerce international, et plus spécifiquement le rôle des normes techniques, le rôle des normes AFNOR, par exemple, dans le commerce international. Donc, c'était déjà une thèse qui mêlait en quelque sorte de l'économie et puis des processus institutionnalisés, comment est-ce qu'on rédige une norme, qui sont les acteurs qui influencent ce processus. Donc, un focus sur l'économie internationale, en l'occurrence le commerce, avec des apports d'autres sciences sociales. Et c'est finalement dans cette veine que j'ai poursuivi aussi ultérieurement et qui est aussi en quelque sorte ensuite le point de départ pour le livre sur les États-Unis et la Chine. Alors suite à ma thèse, j'ai été effectivement recruté comme maître de conférence à Sciences Po Bordeaux. Alors maître de conférence, on pourrait dire que c'est simplement un enseignant à l'université. Alors un enseignant qui est titularisé, donc qui a donc le luxe de se projeter vraiment dans la durée puisqu'il est fonctionnaire et donc c'est plutôt propice à des recherches approfondies. Donc le maître de conférence est simplement un enseignant à l'université et qui en même temps a des activités de recherche. Donc le maître de conférence passe la moitié de son temps à enseigner et l'autre moitié à faire des recherches. Et le livre est précisément le résultat de mon temps en tant que chercheur. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Alors, vous êtes rattaché, vous l'avez dit, au centre de recherche Émile Durkheim. Vous avez été recruté dans ce laboratoire de recherche. Et ce laboratoire de recherche, il porte le nom du fondateur de la sociologie française, que connaissent bien les élèves d'ailleurs de SES, puisqu'ils l'étudient abondamment au lycée. Et vos travaux d'ailleurs croisent, hein, vous l'avez dit, les apports d'autres disciplines, comme par exemple l'histoire ou comme par exemple le droit. On sent bien que l'interdisciplinarité, vous l'avez déjà évoqué, est quelque chose de fondamental pour vous, mais comment est-ce que vous l'intégrez concrètement dans vos travaux de recherche ? À quel moment vous dites, tiens, là je vais passer par un indicateur plutôt économique, développé par la science économique, et puis là je vais aller sur une analyse institutionnelle ou une analyse juridique du phénomène que vous étudiez ? Alors c'est essentiellement l'objet de recherche qui dicte en quelque sorte le type de méthode qu'on mobilise. Donc mon approche est plutôt souple. Donc évidemment, les économistes ont un petit penchant pour les statistiques. Donc on fait beaucoup de travaux quantitatifs.
Et c'est effectivement assez éclairant parce que c'est comme ça qu'on peut par exemple comprendre que la rentabilité des entreprises américaines dans les années 60 et 70 baisse. Et ça, évidemment, c'est un indice de difficulté du point de vue des entreprises. Mais ce n'est pas simplement à travers l'indicateur de la rentabilité des entreprises qu'on va comprendre comment ensuite a été mise en place la mondialisation, parce que c'est cet enchaînement logique auquel on assiste. Baisse de la rentabilité des entreprises américaines, et ensuite une nouvelle impulsion pour réorganiser le marché mondial pour que, entre autres, les entreprises américaines retrouvent la rentabilité. Donc là, pour comprendre la mise en place, en quelque sorte, de la mondialisation qui a été fortement impulsée par les États-Unis, là, il faut mobiliser d'autres données plutôt qualitatives. Par exemple, on regarde les positions de différents représentants d'entreprises, on regarde les communiqués des décideurs politiques pour savoir quelle va être la direction choisie par les États-Unis pour aider les entreprises à sortir de la crise. Donc, selon ce qu'on cherche, eh bien, il faut regarder faut adopter différentes méthodes et donc les combiner en quelque sorte. Très bien, très clair. Alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'exploration de votre ouvrage. Vous avez donc reçu, je me répète, le prix lycéen de la journée du livre d'économie pour l'ouvrage Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Et c'est un titre qui m'a interpellé pour plusieurs raisons. La première, c'est que habituellement, dans les classes, les enseignants de SES présentent capitalisme et mondialisation comme des phases complémentaires d'un même mécanisme. Or, votre titre nous indique que vous les opposez, le capitalisme contre la mondialisation. Par ailleurs, ça c'est le premier point, donc est-ce que vous pourrez nous éclairer là-dessus? Et le deuxième point, c'est sur le plan généalogique, si on regarde les concepts, mondialisation, capitalisme, ce sont un peu des monuments de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, c'est des monuments des sciences humaines en fait, ces concepts-là. Et est-ce que c'est pas un peu vertigineux de s'attaquer à deux aussi importants concepts des sciences humaines et les associer en plus dans vos travaux de recherche? Alors effectivement, le sous-titre du livre peut paraître assez contre-intuitif, parce que souvent la mondialisation, le capitalisme, on les voit un peu comme des synonymes, ou en tout cas des termes assez proches. Alors maintenant, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, parfois j'ai l'impression que le titre est un peu mieux compris. Donc en quelque sorte, quelqu'un qui est foncièrement capitaliste peut tout à fait mettre en cause la mondialisation ou des éléments de la mondialisation. Donc de ce point de vue-là, il me rend un petit service. Plus sérieusement, eh bien, ce qui m'a semblé très important, c'est de comprendre que le capitalisme génère des contradictions, génère des tensions, et ces tensions, en quelque sorte, peuvent ensuite donner lieu à des phénomènes comme la mondialisation. Et cette même mondialisation peut ensuite donner naissance à des acteurs qui la contestent. Donc, pour le dire très concrètement, avec la montée en puissance de la Chine, on a en quelque sorte un paradoxe. C'est en devenant capitaliste que la Chine s'est retrouvée contrainte à miner le processus même qui a donné lieu à sa naissance, à savoir la mondialisation. Donc on a une idée assez simple, au fond, dans le livre, qui est le capitalisme mine la mondialisation. Alors une fois que j'ai dit mondialisation, il convient bien de préciser de quoi il s'agit. Généralement, la mondialisation, en économie en tout cas, on la définit comme la multiplication des flux financiers, commerciaux, migratoires à l'échelle mondiale. Et évidemment, la mondialisation correspond à cette multiplication des flux, mais c'est un processus qui est en même temps politique, et plus spécifiquement, c'est un processus sous supervision américaine. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis contrôlent tout, hein, ce n'est pas du tout un vaste complot, mais les États-Unis remplissent des rôles clés dans le fonctionnement de la mondialisation, à savoir qu'ils impulsent des dynamiques, donc ils lancent des idées politiques, ils interviennent en pompiers en chef, donc quand c'est la crise quelque part, c'est eux qui font l'essentiel de la gestion, et puis ils contrôlent les infrastructures qui sont indispensables aux transactions à l'échelle mondiale. Et donc je disais que la mondialisation correspond à un processus sous supervision américaine, et c'est précisément cela que la Chine conteste. Donc la Chine ne conteste pas le principe d'un marché mondial, mais elle conteste
le marché mondial actuellement existant, qui est son contrôle américain, et la Chine voudrait le remplacer par un marché mondial sino-centré. Donc, de cette façon-là, eh bien, la même dynamique capitaliste qui anime et les États-Unis et la Chine peut ensuite créer des désaccords sur les fondamentaux du marché mondial réellement existant. Donc voilà pourquoi il y a en quelque sorte une opposition, en tout cas temporaire, entre capitalisme et mondialisation. Et puis pour répondre à votre deuxième question, alors c'est vrai que c'est des grands concepts, des gros morceaux. Et les chercheurs, les économistes, mais pas que, sont effectivement incités à faire des analyses très pointues sur des sous-sujets, sur des petits bouts. Alors que là, dans le livre, je m'attaque à des gros morceaux. Et il me semble que les recherches très détaillées, très précises, sont tout aussi nécessaires que les recherches qui portent sur les grands ensembles. Il y a même, à mon avis, une complémentarité, et précisément, mon livre repose sur à peu près 800 notes de bas de page qui renvoient à des études plus détaillées. Il y a une complémentarité entre les deux, et précisément, à partir de la mobilisation d'une multitude de résultats de recherche, eh bien, on peut mieux comprendre aussi les gros bouts. Et l'intérêt qu'a suscité mon livre cette dernière année, eh bien, je pense, vient aussi en grande partie du fait qu'il y a actuellement un débat précisément sur le devenir de la mondialisation. Et donc, là, les décideurs, les citoyens, sont à la recherche d'études qui, justement, leur permettent de mieux appréhender ces gros morceaux, et c'est ce que je fais dans le livre. Mais finalement, c'est aussi une démarche méthodologique d'envisager la chose globalement, par les concepts, par l'histoire globale, on pourrait dire, si on utilise un concept connu, plutôt que d'aller effectivement chercher à analyser des sous-secteurs ou des micro-secteurs de recherche. Peut-être qu'en fait, on a un besoin de discours qui permettent une compréhension globale des mécanismes, plus que de programmes de recherche très pointus. Donc vous voyez ça comme complémentaire ou vous voyez ça comme alternatif? Je vois une complémentarité, et j'ajouterais que je regrette qu'il n'y ait pas plus de chercheurs s'intéressant aux gros morceaux, vraiment à la macroéconomie ou à l'économie politique à l'échelle mondiale, parce que c'est précisément ces gros morceaux qui fixent le cadre dans lequel agissent les entreprises, les travailleurs, les citoyens, les États. Et on le voit assez bien avec la politique commerciale de Donald Trump. Alors ça a des répercussions mondiales, et il convient de comprendre d'où viennent ces répercussions si on veut en quelque sorte naviguer dans cette tempête. Tout à fait, tout à fait. Alors je pensais à un autre ouvrage qui est sorti un peu avant le vôtre, qui est l'ouvrage de Claire Lemercier et de Pierre François, qui s'appelle Sociologie historique du capitalisme, dans lequel eux aussi s'essayent à une sorte de grande fresque historique, mais eux remontent aux origines du capitalisme en passant par les étapes du capitalisme marchand, puis du capitalisme industriel, puis du capitalisme financier. Vous êtes dans une démarche qui n'est pas la même. Vous ne cherchez pas à établir une chronologie historique, vous cherchez à comprendre globalement un mécanisme tel qu'il se donne à voir aujourd'hui. La mondialisation d'aujourd'hui, comment on la voit? Comment est-ce qu'on peut la comprendre? On peut la comprendre parce qu'on remonte le fil de l'histoire, et que, alors vous la remontez jusqu'aux années 1960, jusqu'à la naissance de la deuxième mondialisation. Donc ça, c'est une démarche tout à fait intéressante, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, de ce point de vue-là, dire que votre démarche est téléologique, en quelque sorte orientée par la fin du dispositif, en prenant la fin comme étant ce qui se passe aujourd'hui? C'est une question intéressante, parce qu'effectivement, la préoccupation, la raison d'être du livre, eh bien, se trouve effectivement dans des questions foncièrement contemporaines, actuelles. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a un risque que finalement, je relis le passé à partir des phénomènes très actuels. Néanmoins, dans la démarche, en termes de méthode, on peut assez facilement éviter cette impasse, et c'est notamment en s'intéressant aux acteurs. Typiquement, dans les années 60-70, eh bien, aux États-Unis, il y avait en quelque sorte, du côté des associations d'entreprises, il y avait deux positions. Il y avait d'un côté ce qu'on peut appeler le capital national. Ce sont les entreprises qui réalisent l'essentiel de leurs profits au sein du territoire américain. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le capital transnational américain. Et là, il s'agit des entreprises qui réalisent une part tout à fait conséquente de leurs profits en dehors du territoire américain. Et ces deux-là, bien qu'ils partagent une série de choses en commun,
ont quand même des positions assez différentes vis-à-vis de l'ouverture à l'économie internationale. Les uns, le capital national, voit plutôt une menace, alors que les autres voient dans la libéralisation, dans la dérégulation, une opportunité. Et donc, quand on regarde ce qui se passe dans les années 60-70, eh bien, j'ai fait le choix de regarder les deux. Quelles sont leurs positions? Comment finalement ces différentes positions entrent en relation ou en conflit? Qu'est-ce que décident finalement les autorités américaines? Elles décident de pencher en faveur du capital transnational américain. Donc c'est en regardant précisément les conflits ou les interactions des acteurs au jour le jour qu'on peut éviter la téléologie tout en connectant des moments dans l'histoire au présent. Je comprends tout à fait cette démarche et j'essaie à nouveau de relier ça à l'ouvrage de Pierre-François et de Claire Lemercier, Sociologie historique du capitalisme. Eux utilisent le concept de pratique dominante. La pratique dominante, c'est-à-dire, donc c'est une analyse qu'on pourrait qualifier de marxienne, on est sur une analyse de l'espace social comme un lieu de conflit, ce que vous faites un peu d'ailleurs en opposant les fractions de capital national et capital transnational. Mais leur approche est de dire, en fait, on ne peut pas comprendre les pratiques si on ne comprend pas les discours. Et le discours dominant qui accompagne en fait les pratiques qui vont être dominantes à un moment donné. Et donc, est-ce que, quand on regarde l'analyse, par exemple, de l'opposition des fractions de capital dans les États-Unis des années 60-70, est-ce qu'on retrouve ces choses-là? Est-ce qu'on a une sorte de discours dominant qui accompagne les pratiques du capital transnational ou du capital national? Alors, je dois avouer qu'en tant qu'économiste, les discours ne sont pas ma préoccupation principale. Néanmoins, eh bien, ce qu'on constate très nettement, c'est qu'il y a des intérêts économiques qui se traduisent, bien entendu, en revendications politiques ou en propositions, en suggestions. Et ça, on le voit très clairement des deux côtés. Et on a ensuite les autorités américaines qui sont en quelque sorte confrontées aux deux et qui doivent prendre des décisions. Et alors là, il se trouve que finalement, du point de vue des autorités américaines, dans les années 70, c'était une période de crise, eh bien, les propositions du capital national américain étaient discréditées parce que le capital national est en quelque sorte la force principale des États-Unis de l'après-guerre, des années 50-60. Donc ça marchait pendant un certain temps, mais ensuite, il y a la crise. Et donc, ceux qui sont en quelque sorte les porteurs d'un ordre qui entre en crise sont moins audibles en quelque sorte du point de vue des autorités politiques qui, elles, cherchent une sortie de crise. Et la sortie de crise, du point de vue des autorités américaines, à partir des années 70, eh bien, devait reposer à la fois sur des idées crédibles, mais aussi suffisamment radicales pour pouvoir, en quelque sorte, impulser une dynamique nouvelle. Et la mondialisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle commence à partir des années 70, c'est précisément une nouvelle dynamique qui a été impulsée par les représentants du capital transnational américain. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a un lien avec les narratifs, mais je ne les étudie pas non plus avec la même minutie que pourraient le faire des sociologues ou des politistes. Oui, je comprends. Alors, l'ouvrage, vous en avez déjà parlé un petit peu, hein, l'ouvrage s'ouvre sur l'analyse de la mondialisation telle qu'elle a été construite par les Américains, donc ce que vous appelez la fabrication américaine de la mondialisation, dans la première partie de l'ouvrage. Ça va quand même à l'encontre, j'entends si vous voulez le sens de votre formule, mais ça va quand même à l'encontre d'une conception de la mondialisation qui serait bénéfique à tous. En vous lisant, on a l'impression qu'en fait les Américains, sans parler de complot, que vous avez bien mentionné, il ne s'agit pas de complotisme ici, mais on a l'impression que les Américains en fait structurent la mondialisation de telle façon qu'elle leur soit bénéfique, qu'elle leur soit favorable, et qu'ils n'ont pas en tête comment dire, le bien-être des autres participants à la mondialisation. En gros, la mondialisation est conçue comme un jeu à somme nulle, où si eux gagnent, les autres en quelque sorte perdent dans cette histoire. Est-ce que c'est le sens de cette démarche des Américains dans les années 60 ? Je nuancerai un petit peu. Alors, ce qui est assez bien établi, même très bien établi et confirmé à de multiples reprises, c'est que la dynamique part des États-Unis. Donc, c'est les États-Unis qui sont les premiers à libéraliser à leur échelle nationale, à partir des années 70, et qui portent ce même programme ensuite vis-à-vis du reste du monde pour
faciliter les transactions transfrontalières, que ce soit les investissements directs à l'étranger, les investissements de portefeuille ou encore les transactions commerciales. Donc l'impulsion vient des États-Unis et en même temps, c'est cet État américain qui se dote de capacités d'intervention que nul autre pays n'a. Et c'est pour ça que quand vous avez par exemple les crises des pays sous-développés dans les années 80 et 90, eh bien finalement, aucun autre grand pays avancé n'a les mêmes moyens, les mêmes capacités d'intervention que les États-Unis, et plus spécifiquement le Trésor américain, pour gérer la crise. Mais pour gérer la crise, à nouveau, en vue d'ouvrir un peu plus les marchés des pays concernés. Donc de ce point de vue-là, il y a là une singularité américaine. Ensuite, il faut bien comprendre que quand on libéralise, eh bien, cela ne favorise pas mécaniquement les entreprises américaines, parce que la libéralisation est simplement une remise à plat des régulations qui existent, et ensuite les entreprises, quel que soit le pays dont elles sont issues, peuvent s'insérer dans la compétition. Donc de ce point de vue-là, la dérégulation, la libéralisation est neutre, elle ne favorise aucune entreprise en particulier. Enfin, on pourra détailler, ensuite il y a quand même quelques petites nuances, mais voilà, c'est ça le principe. Mais il y a quand même un avantage du point de vue américain, à savoir que les plus grandes sociétés dans le monde sont principalement américaines. Et donc de ce point de vue-là, si on facilite l'accès au marché mondial, eh bien, ça va quand même donner un avantage aux sociétés américaines puisque ce sont elles les plus grandes. Donc de ce point de vue-là, l'État américain, bien qu'il ouvre le marché à l'ensemble des entreprises capitalistes qui veulent bien participer au marché mondial, eh bien, donne aussi une opportunité particulièrement intéressante aux entreprises américaines qui, de ce fait, sont les premières bénéficiaires de cette nouvelle organisation économique mondiale. Et l'autre point d'appui des Américains, c'est évidemment leur monnaie. Le dollar. Vous parlez dans l'ouvrage, vous avez une analyse très très longue et très exhaustive de ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, la monnaie joue un rôle important. Alors, il apparaît souvent comme assez technique, certains diraient soporifique, mais en réalité, très bien. Mais en réalité, elle est très importante parce que la monnaie a des implications et politiques et redistributives très importantes. Typiquement, là, à l'heure actuelle, l'essentiel des transactions commerciales mondiales sont facturées en dollars. Ce qui signifie que, par exemple, une entreprise allemande qui exporte vers le Vietnam eh bien, a de fortes chances d'être payée en dollars par l'acheteur vietnamien. Cela implique ensuite que l'entreprise allemande doive convertir ces dollars pour payer, par exemple, des fournisseurs qui se trouveraient en Allemagne ou simplement les salariés qui veulent être payés en euros. Et donc, il y a des coûts supplémentaires. Cela implique que l'entreprise allemande en question doit faire face aussi à plus d'incertitudes. Donc, il y a une série de mécanismes qui coûtent de l'argent ou qui génèrent un supplément de gestion. Et tout ça, eh bien, ne s'impose pas aux entreprises américaines parce qu'elles payent tous leurs fournisseurs en dollars, tous leurs salariés en dollars. Donc, pas besoin de frais supplémentaires ni de complications supplémentaires. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, la monnaie, ou comme je le dis plus spécifiquement, l'infrastructure monétaire mondiale, la suprématie du dollar, donne un avantage très net aux entreprises américaines et donne aussi un avantage très net à l'État américain qui peut s'endetter pour beaucoup moins cher grâce à l'existence du dollar. Et cet État américain est aussi, grâce au dollar, en mesure d'exercer un pouvoir politique extraterritorial. Les sanctions financières contre la Russie, plus récemment, le démontrent assez aisément en privant la plupart des grandes banques russes de l'accès à SWIFT, qui était une messagerie indispensable pour réaliser des paiements. Eh bien, les États-Unis avaient l'espoir de mettre l'économie russe dans de grandes difficultés parce que simplement les transactions du quotidien, à chaque fois qu'une banque veut faire un virement à un autre, sont en quelque sorte paralysées. Donc de ce point de vue-là, eh bien, les États-Unis encaissent en quelque sorte des profits extraordinaires grâce au dollar et en même temps le dollar donne aussi à l'État américain un pouvoir politique extraterritorial. Et si on se réfère à l'histoire monétaire en la matière, notamment au fameux dilemme de Triffin, on voit que la position américaine de s'ouvrir au commerce international
à l'époque, dans l'époque de l'après-guerre, par exemple, génère aussi des tensions sur la disponibilité du dollar. Tantôt, il est trop disponible, tantôt, il n'est pas assez disponible, selon que les déficits commerciaux sont dans le sens des États-Unis ou de l'Europe et de l'Asie. Et ces difficultés vont aussi poser la question de la suprématie du dollar dans l'infrastructure monétaire globale, mais de la suprématie du dollar comme monnaie d'échange, comme monnaie transactionnelle et finalement comme monnaie internationale. C'est très intéressant, effectivement, le moment des années 70, parce que là, le dollar était en quelque sorte contesté. En tout cas, l'arrangement sur lequel reposait le dollar était contesté, donc l'arrangement de Bretton Woods. Alors, les États-Unis, qui avaient effectivement là un moment de tension au début des années 70, parce qu'ils n'étaient pas si sûrs si la suprématie du dollar allait continuer, mais finalement, ils sont assez bien sortis. D'une part, il ne faut pas oublier que une fois qu'une monnaie est utilisée dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des effets de réseau qui jouent. Plus il y a des acteurs qui utilisent des dollars, plus il y a d'autres acteurs qui ont un intérêt à l'utiliser aussi. Donc de ce point de vue-là, eh bien, une fois qu'une monnaie est une monnaie mondiale, elle a de fortes chances de le rester pendant longtemps. Mais les États-Unis ne se sont pas seulement appuyés sur l'effet de réseau, ils ont concrètement mener des politiques visant à assurer que le dollar reste bien la première monnaie mondiale. Là, on a toute une série d'arrangements avec l'Arabie saoudite pour la facturation du pétrole en dollars. Et quand l'Arabie saoudite accepte, et puis d'autres pays du Golfe acceptent dans la foulée, eh bien, à nouveau, c'est un mécanisme qui est très impressionnant parce que ce ne sont pas seulement la facturation du dollar entre les États-Unis et l'Arabie saoudite qui est concernée, mais la facturation du dollar à l'échelle mondiale. Donc tous les pays du monde qui veulent importer du pétrole, eh bien, doivent avoir des dollars américains. En plus, les Américains ont ensuite aussi libéralisé leur marché financier, ont donné un accès plus grand aux acteurs étrangers au marché de capitaux américains, ce qui est une incitation supplémentaire pour avoir des dollars, parce que même si on vous paye en dollars et que vous ne voulez pas tout de suite acheter quelque chose en dollars, eh bien, vous pouvez toujours placer ces dollars sur les marchés financiers américains, et de ce point de vue-là, tout le monde semble être content. Alors, la place de la Chine par rapport à ce développement américain, on a souvent l'habitude de résumer la position chinoise, en tout cas dans les premiers temps du développement chinois, du développement économique chinois, comme celui de l'atelier du monde. La Chine récupère les usines d'assemblage, fabrique le Made in China, qui est plutôt synonyme à l'époque de mauvaise qualité. Finalement, il se positionne au départ comme une sorte d'usine pour les États-Unis, d'usine géante, d'usine d'assemblage géante pour les États-Unis, où on bénéficie à la fois de coûts de main-d'œuvre qui sont réduits et d'un accueil très positif de la part des autorités chinoises. Est-ce que c'est effectivement comme ça que ça fonctionne, ou est-ce qu'il y a déjà des tensions qui naissent au moment où Deng Xiaoping ouvre les frontières? Alors c'est une histoire que je trouve vraiment fascinante, parce qu'elle est pleine de rebondissements. Donc, le point de départ, c'est la crise du capitalisme aux États-Unis. La solution proposée par les autorités américaines, c'est la création du marché mondial. Donc, les entreprises américaines s'orientent plus vers les marchés extérieurs, investissent à l'étranger, génèrent des profits supplémentaires de cette façon-là. Et évidemment, de ce point de vue-là, la Chine est particulièrement attirante. C'est plus d'1 milliard d'habitants, donc un immense réservoir de main-d'œuvre. En plus, là on est dans les années 80, eh bien, par rapport à d'autres pays sous-développés, eh bien, la Chine a proposé des travailleurs qui étaient plutôt bien formés et plutôt en bonne santé. Donc c'est en quelque sorte des atouts supplémentaires. Et donc le rêve le plus fou en quelque sorte des grandes sociétés américaines, c'est l'ouverture de la Chine pour y installer des usines. Et c'est précisément ce que les autorités chinoises vont permettre à partir des années 80, quand il y a ce revirement tout à fait radical où les autorités chinoises décident mais on revient au capitalisme, on le réintègre de façon pleine et entière, et on s'ouvre au reste du monde de façon beaucoup plus soutenue. Donc là, on a dans les années 80-90 énormément d'entreprises américaines qui soit s'installent directement en Chine, soit délocalisent une partie de leur activité là-bas. Évidemment, il n'y a pas que les entreprises américaines, aussi ouest-européennes, japonaises, mais surtout américaines. Et donc, ça semble très bien fonctionner. Du moins, du point de vue américain, c'est très clair quand vous regardez. C'est le graphique 2 dans mon livre, qui est un peu mon préféré,
où je rapporte les profits des entreprises américaines réalisés en dehors du territoire américain par rapport aux profits des sociétés américaines réalisées à l'intérieur du territoire américain. Et la courbe monte très très fortement, ce qui signifie qu'une part de plus en plus importante des revenus des entreprises américaines vient de l'étranger. Et dans ce cadre-là, la Chine est la source en quelque sorte principale. Et en même temps, les autorités chinoises, elles aussi, elles sont contentes. Parce qu'elles pensent qu'avec la libéralisation, avec l'ouverture, eh bien, elles vont pouvoir accélérer le développement économique national. Donc, pendant les années 80-90, on avait une sorte de lune de miel transpacifique. Et les Américains et les autorités chinoises étaient contentes. Alors, du point de vue des travailleurs chinois, là, les choses sont moins glorieuses, puisqu'eux, ils perdent énormément de droits. Par exemple, le chômage augmente très fortement, le taux de pauvreté explose. Donc, évidemment, à nouveau, quand on regarde différents acteurs, eh bien, on n'a pas le même regard sur le même processus, mais clairement, du point de vue des sociétés américaines et du point de vue des autorités chinoises, c'était une formidable période. Ce qui est ensuite fascinant, c'est que cette même lune de miel va préparer les tensions que nous, on voit aujourd'hui très clairement, mais qui en réalité apparaissent dès les années 2000. Et ça, c'est un point clé de mon livre, parce que ça permet de comprendre que c'est de l'intérieur du processus que les tensions viennent. Ce n'est donc pas un acteur un peu fou comme un Donald Trump en 2016 ou un Xi Jinping plus agressif à partir de 2012-2013 qui perturbe le mécanisme bien huilé de la mondialisation. Non, c'est beaucoup plus tôt. Ça commence dès les années 2000. Et c'est important de faire ce constat parce que ça signifie aussi que même si demain il n'y a plus Xi Jinping en Chine ou même s'il n'y a plus Donald Trump aux États-Unis, eh bien les tensions auxquelles on assiste vont toujours être là parce que précisément elles précèdent ces dirigeants-là. Et sur le plan interne, la Chine qui se développe à très grande vitesse grâce à l'installation des firmes étrangères sur son territoire, qui d'ailleurs servent deux buts, deux objectifs, hein, la fameuse remontée de filière à laquelle on a assisté depuis les années 90 des Chinois, donc aller de la moindre valeur ajoutée à la plus forte valeur ajoutée. Et puis le deuxième but, c'était aussi accumuler des réserves monétaires, puisque dans l'intervalle, ils ont aussi accumulé beaucoup de dollars grâce à cette position qu'ils ont pu obtenir. Finalement, on a l'impression, vous parlez de systèmes ou de mécanismes bien huilés, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de tension interne. Vous dites que, par exemple, les travailleurs ont été soumis à rude épreuve avec l'ouverture des frontières chinoises, augmentation du taux de pauvreté, augmentation du chômage. À quel moment, justement, ou comment le Parti communiste chinois arrive-t-il à résorber ces tensions de telle manière qu'il y ait une sorte de projet national, en tout cas ce qui apparaît côté occidental comme un projet national porté par tous? Alors, bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va essayer de procéder méthodiquement. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, c'est très fascinant. En effet, la Chine, initialement, enfin, le Made in China est synonyme de bas de gamme, initialement, comme vous l'avez dit à l'instant. Et c'est vrai que dans un premier temps, la Chine produit surtout des biens à très faible valeur ajoutée. Et les sociétés étrangères, elles, continuent à faire ce qui apporte la plus forte valeur ajoutée. Et c'est justement de cette façon-là qu'elles sortent particulièrement gagnantes de leur activité en Chine. Et les autorités chinoises, je le disais tout à l'heure, avaient l'espoir que rejoindre la mondialisation leur permettrait d'accélérer le développement économique national. Le problème, c'est que si on fait que du bas de gamme, que de la faible valeur ajoutée, eh bien, le développement national ne peut s'accélérer. Il est en quelque sorte coincé dans une spécialisation sous-développante. Alors, les autorités chinoises espéraient que les firmes étrangères n'allaient pas seulement investir en Chine, mais aussi partager leurs innovations, leurs brevets. Alors, du point de vue des sociétés étrangères, ça aurait été suicidaire, parce que précisément, les monopoles intellectuels sont une des sources de richesse des grandes sociétés. Donc, elles n'ont pas voulu partager leurs brevets. Et là, on a deux discours assez opposés, parce qu'aux États-Unis, dès les années 2000, justement, ça fait partie des tensions, émerge l'idée que la Chine est en train de tout nous copier. Et en Chine, on a le discours
inverse, les autorités chinoises regrettent que les sociétés étrangères ne partagent pas suffisamment leurs brevets et enferment donc la Chine dans une spécialisation qui est sous-optimale. Donc on a deux discours assez opposés. Alors il y a du vrai dans les deux. Mais si on regarde du point de vue de la Chine, il est assez frappant qu'on a en 2006 un revirement très, très impressionnant de la politique de l'innovation. C'est ce qu'on appelle le plan de développement des technologies indigènes. Donc les autorités chinoises disent finalement, il n'y a pas de partage de technologies à une échelle suffisamment importante. Donc plutôt que de miser en vain sur les sociétés étrangères, eh bien on va nous-mêmes stimuler notre processus d'innovation. Et c'est à partir de 2006 qu'on a une série de secteurs prioritaires que la Chine cible avec un plan. Et c'est à partir de ce moment-là que l'essor technologique tout à fait spectaculaire de la Chine commence et qui aujourd'hui mène à une situation où les entreprises chinoises talonnent, voire dépassent les sociétés américaines dans certains domaines. Et donc, c'est vraiment assez fascinant que la Chine est passée du statut de nain technologique au statut de géant technologique. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, et qui précisément perturbe ensuite les sociétés américaines, mais aussi européennes, qui se sentent concurrencées dans ce qui était un peu leur spécificité, à savoir les biens les plus complexes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une compétition assez rude. Et ensuite, effectivement, la Chine a tiré les leçons aussi sur l'aspect monétaire maintenant, les leçons de la crise monétaire, la crise financière asiatique en 97-98. Elle a notamment considéré que pour éviter une crise financière telle que l'ont connue une série de pays voisins, en Asie du Sud-Est notamment, eh bien, il faut avoir des réserves monétaires en dollars principalement tout à fait solides parce que c'est ça qui permet d'intervenir et d'éviter une crise des taux de change. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la Chine, elle exporte beaucoup et elle constitue de cette façon des réserves en dollars tout à fait conséquentes. Et si on reste sur cet aspect monétaire qui est fascinant, hein, pas soporifique, l'aspect monétaire justement de la Chine, c'est de capter une partie des dollars par de la facturation en dollars, ce que vous disiez pour le pétrole par exemple, mais qui est aussi valable, si j'ai bien compris, du point de vue chinois. Donc on récupère des dollars grâce aux transactions commerciales. Et de l'autre côté, on a un yuan qui est, j'allais dire, structurellement sous-évalué, volontairement sous-évalué, certains disent, par les autorités chinoises comme une stratégie de développement, justement. C'est la fameuse courbe en J qu'on décrit dans les manuels d'économie. On maintient une monnaie à des niveaux très faibles pour pouvoir favoriser ces exportations, pour que les exportations soient bon marché et soient plus compétitives. Est-ce que véritablement c'est comme ça que les autorités chinoises ont conçu l'aspect monétaire de leur relation avec le reste du monde, ou est-ce que j'allais dire, c'est vraiment un objectif de développement de très long terme. Ce n'est pas juste l'aspect monétaire, c'est se dire quels sont tous les éléments qui peuvent nous permettre de nous développer le plus rapidement possible. Et une monnaie plus compétitive nous permet de nous développer plus rapidement. Bien, effectivement, c'est un ensemble de mesures de politique économique. Donc, évidemment, c'est des politiques sur les salaires, des politiques de libéralisation en la matière. Donc, ça, c'est un aspect. Qui permet donc d'avoir une fabrication à très faible coût. Mais c'est effectivement aussi la politique monétaire et en particulier, pas seulement, mais en particulier en 1994, les autorités chinoises ont effectivement dévalué leur monnaie, ce qui la rend encore plus compétitive sur le marché mondial. Donc effectivement, il faut bien voir que l'essor de la Chine repose sur une série de leviers qui ont été conçus de façon complémentaire, de sorte à générer effectivement une économie qui est très extravertie, c'est-à-dire tournée vers le reste du monde, vers le marché mondial. Et on peut très bien aussi l'observer quand on regarde des indicateurs macroéconomiques très, très basiques. Typiquement, le taux de consommation des ménages chinois, il chute. Il chute de façon tout à fait spectaculaire entre les années 80 et les années 2000. Ce qui signifie que les ménages chinois, consomment de moins en moins de leur production nationale. En même temps, le taux d'investissement augmente très fortement, donc les capacités de production augmentent. Et pour, en quelque sorte, combler l'écart, eh bien, il faut exporter. Donc la Chine met en place une économie exportatrice, mais ce qui n'est pas sans générer à nouveau des tensions en interne, parce que
en quelque sorte, un des aspects de cette économie exportatrice, c'est que les ménages chinois ont de fait un pouvoir d'achat très contraint, ce qui précisément génère du mécontentement. Et donc, de ce fait, toute la période de retour au capitalisme de la Chine est aussi une période de troubles sociaux très très importants. Alors on parle beaucoup du massacre de Tiananmen, et chez nous il est surtout connu pour être le massacre d'une population plutôt intellectuelle, étudiante, plutôt libérale, mais en réalité il y avait une composante ouvrière aussi très forte et qui fait précisément que Tiananmen n'est pas un événement isolé, mais en réalité seulement le point culminant, mais pas non plus le point définitif de toute une série de troubles socio-économiques. Et ça fait partie précisément des difficultés, des déséquilibres auxquels font face les autorités chinoises, y compris encore aujourd'hui. Et on a l'impression, dans le discours actuel, par exemple, tenu par Xi Jinping, on a l'impression qu'il a fait complètement table rase de ce passé-là. Alors, Tiananmen en particulier, qui a disparu des commémorations, mais voilà, de façon générale, on a l'impression qu'il a remis en ordre de marche, en tout cas c'est la vision occidentale de la chose, c'est la remise en ordre de marche à la fois du Parti communiste, qu'il a resserré autour de lui et de ses fidèles, et puis aussi une remise en ordre de marche de la Chine avec un projet global. Vous parliez tout à l'heure de la diminution de la consommation, de la diminution du pouvoir d'achat des ménages chinois. C'est assez fascinant de voir au contraire l'envolée dans les années 2010 du pouvoir d'achat de la classe moyenne chinoise. Voilà, donc est-ce que finalement ces tensions existent encore dans la Chine d'aujourd'hui, ou est-ce qu'elles sont mises sous le tapis politiquement pour l'instant? Alors là, c'est à nouveau très intéressant parce que c'est là qu'on voit l'importance d'appliquer le bon indicateur pour mesurer une évolution macroéconomique. Donc effectivement, les revenus augmentent en Chine. Les revenus augmentent. Mais en même temps, le coût de la vie augmente et il tend à augmenter plus rapidement que les revenus, de sorte à ce que finalement, effectivement, le point le plus bas du taux de consommation des ménages chinois, il était autour de 2010. Depuis, il remonte, mais il remonte très faiblement et on est très loin des niveaux des années 1980. Donc de ce fait, eh bien, le déséquilibre entre production et consommation, il est toujours très très fort en Chine. Et ça explique justement pourquoi la Chine aujourd'hui eh bien, mène une série de projets comme les nouvelles routes de la soie, l'internationalisation du renminbi. Elle essaie aussi d'internationaliser ses propres normes techniques. Donc on a tous ces projets de politique économique internationale de la Chine et ils ont tous un point de départ commun, à savoir que la Chine continue à être une économie extrêmement exportatrice, qui exporte maintenant plus seulement des marchandises, mais aussi de plus en plus de capitaux. Mais dans le cadre d'une mondialisation sous supervision américaine, eh bien, l'extraversion est en même temps une source de vulnérabilité. Typiquement, prenez le détroit de Malacca, c'est par là que passent 80% des importations d'énergie de la Chine. C'est un détroit qui est en Asie du Sud-Est, entre l'Indonésie et la Malaisie. Et en même temps, par ce même détroit passe aussi l'essentiel des exportations de biens vers l'Europe. Donc c'est un point stratégique. Mais c'est un point où il y a partout des navires de l'armée américaine. Et donc, les autorités chinoises appellent ça le dilemme de Malacca. Ils sentent que si ce petit endroit est bloqué pendant un certain temps, eh bien l'économie chinoise peut tout de suite être en difficulté très importante, ce qui explique pourquoi, à partir de 2010 à peu près, la Chine lance le projet des nouvelles routes de la soie, qui est un projet de construction d'infrastructures physiques, c'est-à-dire des ports, des routes, des gazoducs. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs projets qui sont particulièrement importants. Par exemple, le corridor à travers le Pakistan, qui permet d'établir une connexion terrestre entre le pétrole iranien et l'économie chinoise, alors que jusqu'à présent, ça passe entre autres par le détroit de Malacca, et donc c'était toujours plus vulnérable. Donc on peut voir les nouvelles routes de la soie évidemment comme une manière pour la Chine de soulager sa surproduction, mais c'est aussi un projet politique de réduction des vulnérabilités de son modèle exportateur. Et dans une série de domaines que j'ai évoqués à l'instant, eh bien, la Chine essaye en quelque sorte de construire des infrastructures pour justement une économie mondiale sinocentrée. Quand je dis infrastructure, eh bien, je ne parle pas seulement des infrastructures donc, physiques,
comme les routes ou les rails, mais aussi d'infrastructures monétaires, d'infrastructures technologiques, d'infrastructures militaires. Donc tout ça, la Chine fait et elle essaie en quelque sorte de répliquer ce que les États-Unis ont fait déjà à partir des années 70. Et évidemment, les deux projets sont en quelque sorte incompatibles. Donc ça place la Chine et les États-Unis sur les rails de la confrontation. Ouais, tout à fait. Et justement, je pensais aux nouvelles routes de la soie, le projet qui a été porté par Xi Jinping. Ces nouvelles routes de la soie, elles ne s'accompagnent pas simplement de la création d'infrastructures dans les pays étrangers, faites par les entreprises chinoises. Hein. Elles s'accompagnent aussi souvent, pour ces pays qui n'ont pas les moyens, l'épargne nationale nécessaire pour financer ces gros projets d'investissement, de prêts de capitaux, qui sont organisés par les banques chinoises. Alors, je n'ai plus en tête le nom de la banque qui s'occupe de ça en particulier, mais Banque chinoise de développement ou enfin, quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, on retrouve un peu le mécanisme de la Bird de l'après-guerre, en fait, en quelque sorte. On cherche à financer du développement économique, on cherche à financer de la construction d'infrastructures. On a l'impression qu'ils appliquent avec 50 ans d'écart, en quelque sorte, un modèle qui avait été celui des États-Unis dans les années 50, dans l'après-guerre. La comparaison historique, elle est effectivement très éclairante. C'est que, et on peut même remonter à plus loin, je veux dire, un des aspects de la colonisation était aussi la construction d'infrastructures entre la mine et le port pour acheminer des marchandises. Donc c'était une vieille pratique des grandes puissances que les États-Unis ont effectivement remis à l'ordre du jour dans l'après-guerre, parce que c'était une période propice à la reconstruction. Et ensuite, on a aujourd'hui la Chine qui procède de façon similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une politique radicalement différente aussi qui a été pratiquée par les États-Unis. C'est justement dans le cadre de la gestion des crises de surendettement des pays sous-développés dans les années 80 et 90. Et bien là, les États-Unis ont effectivement réussi à éteindre l'incendie financier en quelque sorte, et ce au moyen d'une intervention immédiate de prêts d'urgence, mais en échange de ça, les pays sous-développés devaient s'engager à réaliser ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire de la privatisation, des politiques d'austérité. Et notamment, les politiques d'austérité ont eu un impact très direct sur les infrastructures dans les pays sous-développés, parce que les infrastructures étaient essentiellement des infrastructures publiques, et quand les autorités publiques coupent les dépenses, eh bien, les infrastructures ne sont plus entretenues et donc se dégradent avec le temps. Et c'est sur ce fond-là que la Chine intervient quelques décennies plus tard en disant « on va vous financer la construction de tels ponts ». Évidemment, c'est aucunement désintéressé, hein, ce n'est pas du tout de la charité, la Chine le fait de façon tout à fait intéressée. Néanmoins, elle génère en quelque sorte un effet secondaire, à savoir que la popularité de la Chine dans une série de pays africains, latino-américains et sud-asiatiques augmente parce que la présence d'une infrastructure, même si elle ne sert pas prioritairement à satisfaire les besoins de la population locale, eh bien, elle est quand même d'une certaine façon utile à la population locale. Et donc, de ce point de vue-là, la Chine, qui effectivement gagne en popularité année après année dans le monde entier, eh ben, elle gagne en popularité, notamment grâce à ça. Alors peut-être un dernier tour, une dernière réflexion sur l'évolution de la mondialisation aujourd'hui, dans le cadre de cette conflictualité entre la Chine et les États-Unis, de cette confrontation entre la Chine et les États-Unis. On entend beaucoup parler de découplage des chaînes de valeur globales. Le terme de la Commission européenne, c'est de-risking, donc on va essayer de diminuer le niveau de risque par rapport à l'exposition à la Chine. Ces stratégies sont-elles viables? Et puis, à quel type de mondialisation ça va nous amener, finalement? Mais on est effectivement aujourd'hui en pleine confrontation entre des ambitions divergentes sur la manière dont doit être organisée l'économie mondiale. Et le nouveau mandat de Trump l'illustre parfaitement. Alors, il convient tout d'abord de bien avoir à l'esprit que Trump n'est pas tellement la cause de la dégradation de la situation mondiale, mais plutôt un symptôme. Il est le symptôme, le dernier symptôme en date, en quelque sorte, de cette histoire que je développe dans le livre, et c'est important, parce que cela signifie que même si Trump n'est plus président, eh bien, il n'y aura pas un apaisement magique. Donc, il faut bien garder à l'esprit que la situation va être conflictuelle encore pendant un certain temps, et donc, il convient, dans les réflexions stratégiques des décideurs, de bien avoir à l'esprit cette dimension-là. Alors,
on a effectivement des projets aujourd'hui qui visent, par exemple, à réduire l'exposition à la production chinoise. Évidemment, dans le cadre américain, c'est particulièrement flagrant avec les droits de douane. Mais en même temps, les droits de douane sont constamment repoussés, il y a des exceptions. Et c'est bien l'illustration du fait que, eh bien, d'une part, toujours beaucoup d'entreprises américaines réalisent des profits tout à fait confortables dans le reste du monde, y compris en Chine. Donc de ce point de vue-là, il y a une partie aussi des entreprises qui sont évidemment opposées à ces pratiques. Et en même temps, eh bien, tout simplement techniquement, industriellement parlant, on ne peut pas du jour au lendemain remplacer une usine qui fabrique des choses relativement sophistiquées par une autre. Parce qu'une usine, ce n'est pas juste une sorte d'actif parfaitement liquide. C'est des travailleurs formés, c'est un réseau de fournisseurs, c'est des ingénieurs spécialisés. Donc tout ça, on le déplace pas du jour au lendemain. Et ce que sans doute les Européens et aussi les Américains n'ont pas vu venir, c'est que la planification technologique chinoise a réussi en même pas 2 décennies eh bien, un véritable saut qui fait qu'aujourd'hui, même des biens extrêmement complexes sont fabriqués en Chine, alors que nous, on n'a plus les capacités de production. Donc, de ce point de vue-là, même pour les Européens, alors il est parfaitement compréhensible de vouloir réduire l'exposition à la Chine, mais puisqu'on parle de la Chine, eh bien, il peut être intéressant aussi de savoir ce qui fait que la Chine réussit si bien aujourd'hui. Et donc là, c'est évidemment la dimension politique industrielle planifiée qui joue un rôle important. C'est de cette façon-là que la Chine l'a réussi. Et dans une situation où l'industrie en Europe est dégradée, je pense qu'il ne peut suffire de miser uniquement sur les entreprises de façon concurrentielle. En tout cas, l'histoire récente montre que ce n'est pas comme ça qu'on peut réussir de façon efficiente. Donc en quelque sorte, le mot de la fin serait de prendre exemple sur les planifications économiques et se servir de la planification économique telle qu'elle a été pratiquée par la Chine. Eh bien, en tout cas, je pense qu'il faut effectivement être très ouvert aux solutions qui ont fonctionné récemment et de s'en inspirer. Alors, ça ne veut pas du tout dire que la Chine est un modèle, mais tout simplement, de manière très sobre, eh bien, on peut regarder en économiste, ben, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, la planification technologique, et elle a produit des résultats. Très bien. Cher Monsieur Burweimer, merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'ici et de nous avoir présenté les ressorts de votre ouvrage Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Je suis sûr que les enseignants et les élèves sauront en tirer profit. À très bientôt chez Melchior et puis bonne continuation pour vos recherches. Bah, merci beaucoup pour cette invitation et à bientôt.